Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. Cœur de Lumière, une de ses missions principales, c'est de vous proposer de la ressource. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et vers qui vous pouvez vous tourner pour trouver des exercices, des options, en tout cas du soutien et de l'accompagnement auprès de professionnels de santé physique, de santé mentale, peu importe. Et cet épisode, il en fait pleinement partie puisqu'on accueille Kathleen, une sophrologue. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Bonjour Kathleen, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Zoé, ça va, merci. Et toi? Eh ben super, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Je suis contente aussi qu'on parle de sophrologie parce que c'est un outil que on en entend parler, mais finalement des fois et souvent on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop Oui. comment ça marche, on sait pas trop non plus comment et à quoi ça sert d'aller voir une sophrologue. Donc, Ouais, c'est vrai. peut-être qu'on va commencer par ça. Présente-toi s'il te plaît et peut-être explique-nous ce que c'est la sophrologie. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Kathleen Biancalana, je suis sophrologue depuis 2 ans maintenant et je suis basée dans le Grand Est, en Meuse, plus précisément à Étain. Donc, j'ai mon cabinet qui est à Étain et puis je travaille aussi sur Verdun. Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite présentation rapide. Alors, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la sophrologie, on en entend parler depuis plusieurs années. On en entend un petit peu partout. Elle intervient aussi de plus en plus au niveau des maternités. Oui. Quand on fait la préparation à l'accouchement, on propose la sophrologie aussi maintenant. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Eh bien, en fait, c'est une méthode psychocorporelle qui va nous permettre de se sentir mieux au quotidien. Alors, on peut faire plein de choses avec la sophrologie, c'est-à-dire que souvent, quand on vient voir une sophrologue, on vient avec un objectif bien précis. Donc, ça peut aller aussi bien de la confiance en soi, travailler l'estime de soi, que gérer des douleurs, que préparer un événement, par exemple quelqu'un qui va stresser pour un permis, pour un examen final. Donc, ça va être de le préparer à passer cet examen le plus sereinement possible. On travaille beaucoup aussi en sophrologie avec, pour le stress. Voilà, le stress, les angoisses, les troubles du sommeil aussi. Heu et donc aussi, il y a aussi l'accompagnement au deuil. Parce Mmh. que c'est des périodes qui sont, très compliquées à gérer émotionnellement, physiquement. C'est un chamboulement énorme et la sophrologie va permettre de travailler sur, ces émotions, sur, le fait de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment on se sent physiquement, émotionnellement, par le biais de la sophrologie. Donc en fait, il s'agit d'exercices qu'on va pratiquer, au cabinet et puis de relaxation. Donc en fait, il y a toujours 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a la pratique d'exercice, puis le moment de relaxation et pour ça, on utilise 3 moyens, 3 grands moyens. Ça va être, la respiration contrôlée, hein, le fait d'inspirer, bloquer sa respiration et de souffler tout doucement, OK. d'accord? Il Ouais, y a la contraction et la décontraction musculaire qui va permettre une détente physique et une détente émotionnelle et d'accord. aussi la visualisation positive, d'accord? Parce qu'en fait, on sait que, nos pensées sont très créatrices Mmh. et que plus on visualise et plus on est positif dans notre vie, plus on a des pensées positives et plus ça a un impact sur notre corps physique et sur nos émotions et sur tout l'ensemble en fait de l'être qu'on est, quoi. Donc la sophrologie en fait, c'est des exercices où on associe ces 3 moyens: respiration, contraction, décontraction musculaire et visualisation positive. Alors c'est hyper intéressant parce que du coup, ça me fait tout de suite penser à l'épisode qu'on a enregistré avec Johanna, qui est une praticienne en médecine chinoise.
avec qui on a parlé beaucoup finalement alors de ce que moi j'appelle en fait la théorie, enfin de ce que je connais comme sous le nom de la théorie polyvagale et donc de la régulation du système nerveux. Et j'ai l'impression que la sophrologie, en fait, c'est un ensemble et un ensemble d'exercices et un accompagnement, du coup, qui je pense, est très personnalisé en fonction des situations, bien sûr, comme tu l'as dit, mais aussi, je pense, des personnalités. Hem et en fait, c'est une façon de réapprendre, je pense, à réguler son système nerveux, à réguler son corps, peut-être? C'est exactement ça. C'est exactement, en fait, on va réapprendre, voilà, notre respiration qui finalement, est essentielle et vitale. Sauf qu'on se rend bien compte que quand on a, par exemple, un stress qui vient s'installer, on a notre, taux de cortisol qui commence à s'élever. En fait, notre respiration, on peut, se sentir comprimé au niveau de la poitrine. On Mmh. peut ressentir la fameuse boule au ventre. Et en Mmh. fait, le fait de respirer, de contracter et décontracter ses muscles, ça va permettre vraiment de détendre tout l'ensemble du corps. Voilà. Mmh mh. Oui, et puis c'est vraiment, pour moi, un outil qui est très, très important dans tous les moments de vie. Parce que Exactement. bien sûr, là, on se retrouve pour parler du deuil, mais on va y venir, hein. Mais, comment dire? On a tous et toutes des moments où on va un peu moins bien, c'est normal et c'est naturel, et on a tous aussi des moments où, on est plus stressé, on est plus tendu, on est plus sensible aussi, et je pense qu'effectivement ça peut être un outil, au quotidien assez important, assez puissant. Mais peut-être que tu peux, parler un petit peu de ton parcours. Comment est-ce que tu en es venu, toi, à faire de la sophrologie? Oui, Comment est-ce que ça t'est un peu tombé dessus, peut-être? bien Et puis, sûr, voilà. avec plaisir. Donc en fait, la sophrologie, ça fait donc maintenant 2 ans que je la pratique à temps complet. Mmh. J'ai découvert la sophrologie il y a déjà 10 ans. Parce qu'en fait, j'avais énormément de stress lié à mon travail, lié à des changements de vie, et je me suis aperçue que tous les matins, je me levais avec, la nausée, avec la boule au ventre, avec, ce sentiment d'être mal, de ne pas arriver à respirer correctement, et j'ai découvert la sophrologie déjà à ce moment-là, d'accord? Donc apprendre à comprendre ce qui se passait déjà dans mon corps, apprendre à respirer correctement pour pouvoir me calmer, me détendre, et en fait, j'ai eu, cet impact-là, j'ai eu ce déclic parce que je me suis rendu compte que, de par mes pensées et mes peurs, je crée finalement physiquement, des symptômes comme la nausée, comme les douleurs et tout ce qui s'ensuit. D'accord. J'ai eu ce déclic-là en me disant: «OK, tes pensées, elles sont très, très importantes, donc j'ai un petit peu travaillé là-dessus, j'ai pratiqué, je l'ai pratiqué aussi, quand j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Ouais, Voilà, en préparation à l'accouchement, j'ai déjà eu, un bon aperçu, et puis il s'avère que, en fait, j'étais chimiste pendant quasiment, 17 ans. Voilà, d'accord. j'ai tout un parcours scientifique, Ouais, ouais. et j'ai été chimiste pendant 17 ans, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, c'est quelque chose qui ne me parlait plus et qui me manquait aussi beaucoup l'aspect humain. Oui, Le fait de j'imagine. faire attention aux autres, je travaillais dans une usine qui, voilà, où on parle de rendement, on Ah parle oui, de, le côté humain n'existait plus. je Et comprends. il y a quelque chose qui me dérangeait là-dedans, qui me parlait plus, et pareil, j'ai commencé à aller au travail, la boule au ventre, et je me suis dit: «On y passe quand même plus de 8 heures par jour, Ah oui. heu, autant être bien dans ce qu'on fait». Et finalement, j'ai eu vraiment, ce gros déclic, ça a commencé, pendant la période Covid, Ouais. où je me suis dit: «Allez, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît?» Et je suis revenue finalement naturellement à la sophrologie, heu et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire, cette reconversion. Voilà, j'ai fait une reconversion professionnelle pour pouvoir exercer, puis pour pouvoir aider, à mon tour les gens au quotidien. Mmh. C'est un beau parcours, hein, c'est un beau parcours, et c'est, mine de rien, c'est des choses qui réunissent quand même, mine de rien, beaucoup les gens qui débarquent sur le podcast, hein. C'est vraiment il y a un moment donné où il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est transformé, et on est parti sur complètement autre chose. Et principalement de l'accompagnement à la personne.
Donc, c'est des beaux parcours en général qu'on partage et c'est des moments qui sont importants et qui sont forts dans une vie. Et je pense, hein, je sais pas ce que tu en penses toi, mais j'ai l'impression que ça définit aussi beaucoup quel type d'accompagnant on va être plus tard, quand on a plein d'autres outils, plein d'autres parcours, un peu, ben, c'est des cordes à notre arc, hein, je pense, hein, et ben, c'est aussi des petits plus qu'on va pouvoir apporter à notre accompagnement et aux gens qui vont venir vers nous parce que ben, quelqu'un qui va avoir un parcours, alors qui va arriver à la sophrologie, bien sûr, mais qui va avoir un autre parcours sur, par exemple, je sais pas moi, qui était un site et qui travaille avec les enfants, bah, elle aura une approche complètement différente. Et ça, c'est trop, trop intéressant. Et je pense que ça joue aussi. Alors, moi, c'est la question que j'aime bien poser. C'est la question que j'aime bien poser. Quand tu as des accompagnements, enfin des personnes qui viennent te voir, donc je pense qu'il y a plein de situations. Donc, on l'a dit, tu t'adaptes évidemment à la personne, à la situation et à ses objectifs. Est-ce que quelqu'un qui vient pour te voir, qui est en situation de deuil, qui vient peut-être pas pour ça, mais qui l'est quand même, que le sujet vient sur la table pour toi, est-ce que dans ton accompagnement, il y a quelque chose qui change ou pas forcément? Oui, en fait, l'idée initiale, enfin la venue initiale peut changer en cours de parcours. D'accord? C'est-à-dire que, comme tu le dis si bien, la personne, des fois, elle vient pour quelque chose et puis on se rend compte quand on commence à échanger, quand on commence à aller un petit peu profondément dans la situation de la personne, finalement, on a un objectif de base et on se rend compte en cours de parcours ben, qu'il y a plein de petites choses qui vont changer, plein d'adaptations. Et d'ailleurs, l'adaptation en sophrologie, en fait, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que on prend en compte vraiment la personne, la manière dont elle réagit, la manière dont elle avance, parce que on Oui, sait que aussi. il y a un moment, elle va avancer plus ou moins vite par rapport à ses ressentis, par rapport aux exercices qu'elle va pouvoir pratiquer. Et puis, on sent qu'il y a un moment où elle a besoin d'un petit peu plus de temps d'intégration. Voilà. Et puis, Oui. on prend en compte vraiment la personne dans son ensemble et il arrive souvent que en cours de parcours, ça change en fait. Voilà. Hmm. Et tu trouves que les gens qui viennent te voir, ils ont une facilité à parler de ça ou pas du tout? Eh bien, pas forcément. C'est pas évident d'en parler. Il y a des personnes qui sont très, très, très ouvertes et qui en parlent très librement. Et pour d'autres, on sent c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de pouvoir mettre des mots, rien que mettre des mots sur ces mots, Mm. MAUX. Voilà, Mm. c'est pas évident. Et il y a beaucoup de personnes qui passent par l'écrit aussi. Voilà. Nous, Oui. c'est ce qu'on conseille aussi en sophrologie, c'est-à-dire que quand il est compliqué de mettre des mots, des fois, l'écrit peut aider. Ah, et du coup, ça t'arrive aussi de peut-être de communiquer avec tes patients de cette façon-là? Peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, une séance en sophrologie par rapport à... Alors, pas forcément par rapport au deuil, tu vois, mais comment ça se passe? Comment Tout ça ça. se passe, oui. Alors oui, des fois, on communique plus par écrit parce que pour certaines personnes, comme je te dis, c'est pas évident d'en parler. Donc l'écrit passe des fois bien pour certaines personnes. Donc en fait, une séance, quand je reçois la personne, on a un premier temps qui est très, très important où vraiment, il est important pour moi de connaître sa vie. Voilà, savoir comment elle en est venue jusqu'ici, euh, sa situation familiale, amicale, comment ça se passe professionnellement, comment, par exemple, quelqu'un qui ressent beaucoup de stress, comment ça va se générer dans son corps. Est-ce que c'est peut-être le rythme cardiaque qui va accélérer, peut-être le ventre. Et tout ça, en fait, va me permettre, moi, de pouvoir lui faire un protocole vraiment personnalisé. Une personne qui a beaucoup de douleur à certains endroits, je vais lui proposer un exercice spécifique pour détendre cette partie-là, d'accord? Et en fait, j'écoute vraiment tous les ressentis physiques et émotionnels de la personne pour pouvoir lui proposer le protocole qui lui correspondra.
Donc, on a toujours ce temps d'échange. Il est important quand je reçois quelqu'un de savoir comment elle va aujourd'hui, comment elle se sent, dans quel état d'esprit elle arrive, pour pouvoir après remodifier même en cours de séance. Des fois, il m'arrive de suivre une personne. Ce jour-là, il s'est passé X pour X ou Y raison. En fait, elle arrive dans un autre mood. Et il m'arrivait de remodifier ma séance en cours parce que en discutant dès le départ, je me dis, on était censé installer quelque chose de positif et puis il est arrivé un gros truc le matin, bah forcément, hop, tout de suite on adapte et on revoit autrement les choses. Voilà, donc il y a ce temps d'échange qui est très très important pour savoir comment aller physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et ensuite, donc, on a la pratique de 3 à 4 exercices, on appelle ça des relaxations dynamiques, donc que j'ai choisi en fonction des besoins de la personne. On va pratiquer ensemble assis ou debout ces exercices. Et là, en général, ils se font 3 fois, ils se répètent 3 fois chaque exercice parce que ça va permettre à la personne d'intégrer. Et il y a toujours ce temps entre le moment où on va pratiquer l'exercice où vraiment il faut prendre ce temps pour ressentir les choses. D'accord? Par exemple, on va faire un exercice de décontraction, ensuite on ferme les yeux et je lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'on sent de la détente? Émotionnellement, comment ça se passe? Et c'est très important parce que c'est comme ça que les prises de conscience se font. Pendant ce laps de temps, on écoute son corps, on écoute son esprit, on écoute son cœur. Voilà. Donc, on a la pratique de 3 à 4 exercices comme ça qu'on va enchaîner, qui vont déjà permettre une première détente physique et émotionnelle. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais lui proposer de s'asseoir. Alors, j'appelle ça le fauteuil de la sophro. C'est un fauteuil tout moelleux où on s'y sent bien, un peu cocooning, vous voyez, dans l'esprit un petit peu cocooning, où la personne va juste relaxer son corps, se laisser aller, détendre chacune des parties de son corps. Et ensuite, je vais lui faire visualiser quelque chose de positif pour elle. Vous voyez, pour lui faire ressentir dans son corps et dans ses émotions. On peut faire remémorer, par exemple, un moment positif de sa vie, lui faire revivre ce moment, pour qu'elle puisse, hop, générer toutes les bonnes hormones qui font du bien et pouvoir s'apaiser, se détendre. Et puis après, il y a un moment, hop, on se remet tranquillement en mouvement et on discute à la fin de séance, voilà, pour avoir un petit peu les ressentis, comment elle s'est sentie, comment elle a vécu la séance. Et ce que j'aime bien, c'est renvoyer après les exercices parce qu'il faut pratiquer en dehors de la séance, parce qu'il n'y a que dans la répétition on intègre les choses. Donc en fait, la personne, il est important qu'elle repratique à la maison les exercices qu'on a fait en séance pour vraiment installer les choses, pour vraiment atteindre son objectif le plus sereinement possible. Il est important de repratiquer. Et moi, j'aime bien ce moment de détente, l'enregistrer en audio pour pouvoir lui faire réécouter. C'est-à-dire que elle prend ce temps à la maison au calme de pouvoir réécouter, redétendre, retravailler et les exercices et la visualisation. OK. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que ça, ça fait vraiment, vraiment très fort écho à cet épisode-là avec Johanna, hein, donc la praticienne en médecine chinoise, parce qu'on a vraiment on a vraiment échangé ensemble sur l'importance de nommer ses émotions quand d'être présent à son corps, hein, d'avoir ce retour à son corps, d'apprendre à lui faire confiance, de l'observer, aussi d'apprendre, du coup, de ces messages-là puisque, le message de cet épisode-là, c'était que, nos émotions sont là pour, nous protéger bien sûr. Ce sont des messages très, très importants sur nos besoins du moment et je trouvais que c'était très chouette en fait, ça fait vraiment écho, en fait, ce que tu dis, ce que tu fais vivre en accompagnement parce que c'est une autre façon. La médecine chinoise va apporter des outils très spécifiques comme l'acupuncture, par exemple. Là, on avait parlé aussi d'auriculothérapie et cetera. Il y a vraiment, ces choses-là, qui se pratiquent avec du contact entre l'accompagnant et l'accompagné. Là, pour le coup, la sophrologie, c'est vraiment, c'est un contact qui est différent, c'est pas un contact qui va être physique, ça va vraiment être, de l'échange et un travail,
Alors j'allais dire plus mental, mais non, peut-être plus psychologique en tout cas, de cette façon-là de vraiment de revenir à son corps et d'observer, de nommer, de ressentir aussi, de prendre le temps. Je pense que tu leur offres aussi à tes accompagnés cet espace pour, pleurer s'il y a besoin, ressentir et exprimer de la colère par exemple et cetera. Et puis, je suis, hem je sais pas comment il y a cette deuxième partie que tu as évoquée où tu parles donc de visualisation, et tu as dit, ben, souvent on peut aussi revivre des moments heureux, des moments importants de notre vie et Mmh. ça, et ben, je trouve que c'est très intéressant et j'avais pas forcément, alors moi je l'ai pas vécu pour le coup, c'est vrai que je suis jamais allée, voir une sophrologue, mais ça me permet de revenir un peu sur l'importance, encore une fois, des souvenirs. Alors moi, je suis cultivatrice de souvenirs, vous en avez à voir. Jusque-là de parler des souvenirs et des souvenirs et des souvenirs, comme quoi, et ben, c'est hyper important et que c'est des vraies encres, en fait, des encres, ANCER ANCRE, des encres émotionnelles et des encres aussi psychologiques auxquelles on va pouvoir se raccrocher, en fait, quand on va pas bien. Et je pense que, alors je suppose, hein, c'est comme ça que moi je me l'explique, tu vas me dire si c'est ça ou pas. Le fait de refaire ces visualisations avec toi, de ces moments heureux et ces moments importants de vie, ça va potentiellement permettre à la personne, en fait, de se reconcentrer aussi sur le positif et de pouvoir se dire: «OK, oui, je vais pas bien en ce moment, c'est OK, ça fait partie du jeu et c'est pourquoi et c'est ceci et c'est cela, mais j'ai des outils auxquels me raccrocher pour me faire du bien» et notamment des souvenirs importants. Exactement, c'est exactement ça parce qu'en fait, se souvenir des moments importants, ça permet de ressentir physiquement justement ce qu'on a ressenti à ce moment-là. De ressentir physiquement, voilà, notre cœur qui va battre, la joie qu'on a pu avoir, les émotions, l'amour, enfin, ça nous permet vraiment, quand on repense à un souvenir comme ça qui était heureux, de régénérer, tous les états dans lesquels on était à ce moment-là et au final, ce qui est important dans ces visualisations, c'est justement d'aller chercher les forces et les qualités de chacun pour justement les faire remonter à la surface et qu'ils puissent s'en resservir au quotidien. Voilà, c'est pour ça qu'on dit des visualisations positives, ça va chercher dans les souvenirs. On peut très bien aussi imaginer des situations futures. Voilà, quelque chose, de positif, de futur. Ça va nous générer aussi, voilà, des émotions fortes, mais tout dans le positif, quoi. Oui, OK. Oui, ça c'est intéressant aussi d'imaginer aussi son futur. Je pense que c'est chouette, c'est presque une façon de faire de la manifestation pour Ouais, ceux qui ouais. pour qui ça parle. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de protocoles et en fait, que tu créais des protocoles, sur mesure et adaptés pour tes accompagnés. Je suppose que c'est, des protocoles qu'eux ont pour, «prescription» entre guillemets de refaire à la maison? Oui, c'est enfin, protocole, en fait, c'est-à-dire que quand on fait un accompagnement, on va passer par différentes phases. Souvent, Mmh. on va devoir justement, dans un premier temps, du protocole, évacuer tout ce qui est négatif, d'accord? Parce qu'on ne peut Mmh. pas installer le positif et voir les choses, de manière positive si on n'a pas, éliminé tout ce qui est négatif en amont et qu'on n'est pas revenu à une phase neutre, d'accord? OK. Alors, on m'avait dit à l'école et je trouvais ça très intéressant, la visualisation, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une carafe d'eau sale. On ne Mmh. peut pas, la remplir d'eau propre, qu'elle soit limpide et nickel, tant qu'on n'a pas vidé l'eau sale qui est dedans. Donc Mmh. d'abord, on vide l'eau sale, on repart sur une phase neutre et vide et après on y met de l'eau propre. Voilà et en fait, en sophro, dans notre protocole, c'est-à-dire que d'abord, on va éliminer tout ce qui est stress, les peurs, les angoisses, tout ce qui a besoin vraiment de ressortir, d'éliminer, de vider, voilà, Mmh. concrètement, pour partir dans un état neutre avant de pouvoir seulement, retravailler le positif.
C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, il y a des choses qui sont très, très, très importantes. C'est-à-dire que quand on va avoir ces premières émotions lorsqu'on va travailler les exercices, il est très, très important d'accueillir tout ce qui se passe avec bienveillance et non jugement. Voilà, d'avoir de la douceur et de l'amour envers soi, peu importe finalement l'émotion qui va ressortir, peu importe la manière dont ça se passera, c'est d'accueillir ce qui se passe avec bienveillance et non jugement. Parce que souvent, on est trop dur avec soi-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, d'accueillir. C'est bien que tu le rappelles, hein. C'est très très bien que tu le rappelles, merci beaucoup, parce que on en parle hein, dans plusieurs podcasts et dans plusieurs podcasts de toutes les saisons, enfin depuis le début. S'accueillir, s'accepter, s'observer sans effectivement avoir ce gros jugement et cette réaction parfois hein, qui peut être violente envers nous-mêmes. C'est très très important. Et pour autant, ça peut avoir fait partie de votre vie, ça peut faire encore partie de votre vie, c'est OK, hein, ça fait partie aussi de qui vous êtes maintenant. Mais aller voir une sophrologue, je pense, alors encore une fois, hein, tu me corriges, Kathleen, mais c'est aussi apprendre à pas se juger et à être bienveillant envers soi-même. Oui, Je bien pense. sûr, bien sûr. Voilà. Et à savoir que c'est pas évident au début, Mm. hein, parce que quand ça fait des années qu'on fonctionne de cette manière, il y a souvent de la culpabilité, il y a oui, du jugement, on se juge. Et de travailler comme ça avec non-jugement, d'apprendre à se réécouter, à écouter son émotion, rien que comprendre ce qui se passe en soi et de se dire, bah, c'est OK, voilà, OK, je le vis de telle manière, c'est OK. Et plus on va refaire à la maison, et plus on va repratiquer, et plus viendra s'installer de la douceur et de l'amour de soi. Et ouais, c'est tout un travail. Ouais. C'est ça. C'est tout un travail, et puis c'est un travail qui est important, on en parle aussi souvent, et pour autant, c'est un travail qui paraît aussi, alors quand on en parle comme ça, quand vous nous écoutez les auditeuristes, je pense que ça a l'air facile, que ça a l'air chouette, mais en vrai de vrai au quotidien, c'est pas si simple que ça. Et on a aussi souvent, je pense, en tout cas moi c'est ce que je vis assez souvent quand on me propose des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, des nouveaux exercices, etc. Ce côté, alors un peu injonction oui, il faut le faire 3 fois par jour, il faut le faire à tel moment, etc., etc. Et du coup de vivre ça un peu comme des devoirs à la maison, quoi. Des devoirs à la maison, même si c'est pour notre santé physique, notre santé mentale, notre bien-être, etc. Il y a des fois où, ben, flemme, quoi. Flemme et puis, voilà, je ferai demain et compagnie. Comment, comment ou qu'est-ce que tu pourrais proposer, Kathleen, toi, pour changer un peu ce rapport-là enfin, aux choses, à ce qui nous ferait du bien et de se dire, oui, bon, je le fais pour moi, je le fais avec plaisir, je le fais avec joie et en fait, presque de faciliter cette nouvelle habitude qu'on peut prendre avec la sophrologie ou avec n'importe quel autre exercice qu'on peut faire pour soi. Oui. Ben, moi, ce que je dis souvent aux personnes qui viennent en consultation, déjà, je leur dis que, parce que souvent l'emploi du temps est méga chargé, on se dit, mais quand est-ce que je vais prendre ce temps pour, voilà. Donc, je dis déjà, il y a déjà une première démarche de vouloir aller mieux, d'avoir son objectif. Je dis maintenant, quand on fait des exercices comme ça, à savoir que, alors on dit, c'est des exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'il faut le voir quand même positivement, parce que si on part dans cet état d'esprit où il faut le faire, déjà là, bon, c'est déjà compliqué. C'est juste se dire que les exercices, par exemple, qu'on propose en sophrologie ne durent pas très longtemps, c'est quelques minutes. Mhm. Alors, on peut s'octroyer le temps. J'ai beaucoup de femmes qui sont très actives. Donc, t'imagines bien, hein, travail, les enfants, la maison, voilà. Je dis, mais j'ai pas le temps. Alors, je dis, prenez ce temps, rien que le temps de pause de midi, pour juste faire quelques respirations. Il n'y a pas besoin de matériel. Il y a juste besoin de quelques minutes pour soi. On prend ce temps. Allez, on apprend en fait à reprendre du temps pour soi. Il y a des
personnes qui ont du mal avec ça parce qu'elles font beaucoup, beaucoup d'activités justement pour ne pas avoir ce temps de se reconnecter à soi. Donc elles sont toujours, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que finalement, elles ne veulent pas ce temps pour elles. Parce que quand on prend ce temps pour soi, eh ben, justement, on se remet à l'écoute. Ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est là qu'on revient avec la bienveillance et le non-jugement. C'est aussi qu'il y a des fois des journées qui vont être plutôt compliquées. Moi, je leur dis, si un jour vous ne le faites pas, c'est conseillé de le faire quotidiennement. Ça prend quelques minutes. Si un jour ça va pas, ou vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, ou il y a quelque chose qui va pas, ne le faites pas. Je préfère que ça soit fait voilà, de bonne volonté, on se prend là ce temps pour soi, plutôt que se dire non, bah, il faut que je le fasse. Voilà, ça va changer tout en termes de ressenti, ça va changer en termes d'accompagnement. Donc voilà, il est important de prendre ce temps pour soi. C'est la manière dont on visualise les choses qui va permettre de pouvoir accueillir positivement tout ce qui va se passer, quoi. Mmh. Ouais, je comprends, mais c'est important, hein, et c'est toujours un peu dur, hein, je sais que et je suis pas la seule, hein, je suis pas la seule, hein, clairement à des fois grincer des dents en disant: «Ah, faudrait que, j'aille marcher un peu, faudrait que je respire, il faudrait que je» et cetera, et c'est «il faudrait que», je Ouais. pense, hein, j'ai l'impression qu'il y a ce dans le «il faudrait que», oui, ce serait bien que je fasse ça, que je fasse ci, et qu'effectivement, bah, du coup, on est happé par le quotidien, par les choses à faire, par la longue liste, la longue to-do list du jour, et que, bah, finalement, oui, c'est réapprendre à prendre soin de soi, réapprendre à être en connexion avec soi, et pour autant, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de, même comme tu le dis, hein, de l'ordre de, si c'est obligatoire, ça passe dans le côté corvée, dans le côté ça rajoute un truc à faire à la to-do list, alors que l'objectif, c'est pas du tout ça. C'est au contraire de dire: «OK, juste tu prends une pause, une vraie pause». Ça, c'est un truc qu'on sait de moins en moins faire. Oui. Moi, la Ouais. première, hein, mea culpa, je vous l'avoue. Voilà, moi, la première, je sais pas prendre de pause, et même il y a un moment donné où, dans mon parcours de santé mentale, principalement, je disais que je ne savais pas me reposer, et que c'était vraiment le point qui me faisait le plus, peur, et l'activité qui me faisait le plus peur, c'était de me reposer, et même quand je me disais: «Ah chouette, demain j'ai pas de rendez-vous, c'est dimanche et cetera, je vais pouvoir me reposer», et ben, en fait, ça me créait des angoisses parce que, j'étais en mode: «OK, alors, oui, mais qu'est-ce que je vais faire?» Tu vois, le truc de encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Ah Et oui, parce puis que qu'est-ce c'est que ça pour veut dire me s'occuper. reposer? Oui, c'est ça, et puis qu'est-ce que ça veut dire me reposer vraiment? Pour, dans l'objectif d'aller mieux, d'avoir plus d'énergie et cetera et cetera. C'était tout un questionnement, et je pense que, alors du coup avec la sophrologie, mais avec plein d'autres outils, je pense aussi, c'est, cette question-là, on peut y répondre que de façon très personnelle, en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce temps pour soi, la société, en fait, nous a un petit peu inclus comme ça, à toujours Ouais. faire, faire, faire. On a oublié de prendre ce temps pour soi. Et lorsqu'on le fait, ben, parfois, on va culpabiliser. Parce qu'on dit, mais on pourrait faire autre chose. Mais non, en fait, c'est important. C'est important parce que c'est là où vraiment on se reconnecte à soi, on comprend ce qui se passe à l'intérieur, on se repose, ça permet après de mieux se reconcentrer sur ce qu'on a à faire pour la suite. Ces temps de pause, ils sont vraiment essentiels. Et avec nos vies actives, parfois on a oublié voilà, justement de prendre ce petit temps. Et c'est important parce que on a juste besoin, par exemple, la sophro, ça va être de la respiration, des contractions, enfin, on n'a pas besoin de matériel. Il faut juste prendre quelques minutes pour soi. C'est Parce ça. que quand on doit aller, par exemple, aller à la salle de sport, bon, bah, allez, il faut se mettre en tenue de sport, il faut y aller, déjà là, bon, allez, il faut y aller, quoi. Voilà. Tandis que Mais la tu vois, sophrologie, il y a encore le «il faut que». il faut que.
il faut Voilà. que, parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Mm. Mais voilà, moi je dis toujours à la sophrologie, pas besoin, vous pouvez le faire là, tout de suite, il y a besoin de rien. Juste que vous soyez là quelques minutes et que vous écoutiez. Mm. Eh oui, Ouais, et c'est fin, ça paraît, encore une fois, ça paraît très simple, hein. Et je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est, mais on est tellement happé, tellement par tout, tout, et on a tellement d'injonctions et tellement de questions et tellement d'impératifs aussi, hein. Et particulièrement quand on est en deuil, on est toujours dans on a cette première phase où on est dans le faire, où il faut faire. Il faut préparer les obsèques, il faut vider la maison, il faut penser à ça, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Et oui, où on est aussi dans le faire, mais complètement différemment pour éviter de ressentir, etc. Et dans le deuil particulièrement, je pense qu'il y a encore plus, je trouve, ce truc de faire, 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 faire pour surtout pas s'arrêter, surtout pas ressentir, surtout pas être là, parce que c'est trop risqué, parce qu'on a peur aussi, je pense, de nos émotions. On a extrêmement peur de les ressentir. On a peur aussi de leurs conséquences. On oui. a souvent cette image mais dans le deuil, mais pas forcément en vrai, hein, tout le temps. On va pas se mentir. Tout le temps, on a cette peur de nos émotions, qui en plus hyper contradictoire, parce que cette peur-là est une émotion C'est vrai, qui c'est a des vrai. conséquences très très graves, enfin très graves pour moi, à mes yeux, c'est assez grave de se couper de ses émotions et de ne pas les ressentir. Euh, et on a peur de s'effondrer. On me dit souvent, les auditeuristes et mes accompagnés, les gens avec qui je peux discuter sur Instagram et même en vrai, me disent, mais en fait, j'ai peur d'en parler, j'ai peur de l'évoquer parce que j'ai peur de m'effondrer et de plus jamais pouvoir me relever. Et pourtant, ces Alors, phases-là, lors de la déconstruction, ces phases sont essentielles pour pouvoir complètement. après se reconstruire. Mettre un couvercle sur ses émotions, ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, le corps, il canalise trop et ça devient trop compliqué. Et on sait que dans cette période de deuil, ces phases sont en effet compliquées. Et les personnes que je reçois sont souvent justement dans cette phase où il n'y a plus rien, où elles ne savent pas vraiment, Mhm. n'arrivent pas à envisager l'avenir de manière positive. Elles sont justement en phase de déconstruction. Mhm. Et c'est compliqué de mettre ces émotions, voilà, d'écouter ces émotions en fait. Voilà, de les vivre, de les respecter pleinement. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident parce qu'on sait pas faire, on n'a pas l'habitude. On n'a pas. Mais c'est aussi pour ça que il y a de plus en plus aujourd'hui d'accompagnants, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'émissions qui sont, alors bien sûr, il y a Cœur de Lumière, mais il y en a plein, plein d'autres, pour justement essayer de déconstruire ça et dire merde, non, oh, oh, c'est pas un problème les émotions, c'est pas une maladie non plus. Non, on est humain en fait, hein. On C'est est ça. humain. Et Mm, c'est normal d'avoir des émotions. Et je pense qu'il oui, il faut les vivre pleinement en fait. mm, c'est Aussi, ça. aussi difficile soit-elle, hein. La tristesse, le chagrin, c'est une émotion qui est terrible, mais il faut la vivre pleinement. C'est le seul moyen, je pense, de pouvoir rebondir après, quoi. C'est. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et puis accepter aussi qu'on aura des moments où ça ira un petit peu mieux, on va remonter, et puis il y a des phases où on va redescendre. Et Mm, ben, ça fait partie du processus. mm, complètement. Et finalement, toute notre vie, hein, que ce soit le deuil ou que ce soit pour d'autres situations, comme tu disais tout à l'heure, on n'est jamais en up tout le temps. Enfin voilà, on a tous nos moments de phase où on va redescendre. Mm, Et c'est OK, parce que si on n'était pas dans ces phases de bas, des fois, on ne pourrait pas remonter aussi. Ça fait partie mm. de nos expériences de vie, en fait, hein. Mm, complètement. Et il y a un sujet qui me vient, qui va peut-être être un peu, qui va paraître improbable, mais je me pose la question, alors je le partage maintenant. Est-ce que
est-ce que... Alors, je vais déjà poser une question plus en mode information avant de te poser la question. Est-ce que déjà, tu as une majorité de femmes ou une majorité d'hommes qui viennent te consulter? Ou c'est à peu près Ah, kiff-kiff? Ouais, plutôt les femmes. femmes. C'est bien ce qui me semblait. Donc déjà, ça en dit long. Mais, la prochaine question, c'est est-ce que tu trouves qu'il y a une, une différence, tu vois, par rapport à... On parle vraiment de vagues émotionnelles, de mieux, de up, etc., etc. C'est des choses dont on parle de plus en plus et c'est souvent entre nanas qu'on en parle parce que c'est notre cycle est comme ça. Notre cycle est, enfin, voilà, chacune le vit évidemment différemment. Les ups sont pas toujours aux mêmes endroits pour chacune. Les cycles ne se ressemblent pas, bien entendu, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les hommes aussi, ils ont des cycles et des cycles émotionnels et des cycles physiques, etc. Est-ce que c'est des choses que tu vois, toi, en consulte ou pas forcément? Est-ce qu'il y a une différence entre, entre l'approche masculine et féminine des émotions? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une différence? Alors, je trouve que les hommes ont beaucoup plus de mal à mettre des mots, à vivre pleinement. Il y a toujours une espèce de retenue. Je ressens un peu ça, mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas aller au bout du truc, quoi. Ah oui, Du moins dans un premier temps, au d'accord. tout départ. Je pense qu'il y a cette notion aussi de confiance qui va s'installer, de laisser aller ce qui vient. Euh, pour les hommes, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de laisser aller tout de suite. Mhm. Euh, la plupart des femmes, au départ, ça peut être compliqué parce que c'est pareil, c'est des techniques qu'elles ne connaissent pas. Il faut cette approche, il faut avoir confiance, il faut accepter que le processus se fasse. Euh, mais finalement, elles se livrent peut-être plus facilement, elles ressentent peut-être plus facilement et elles l'expriment aussi peut-être plus facilement. Voilà. Mhm. J'ai cette différence en effet entre les hommes et les femmes, mais c'est vrai que j'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mhm. Et du coup, tu as vraiment l'impression qu'il y a, il y a une... est-ce que c'est dû à un rapport aux émotions différents et un rapport bah, alors particulièrement au deuil et à la mort différent entre les hommes et les femmes? Alors, je ne sais pas si est-ce qu'on peut parler d'une différence? Est-ce qu'ils le vivent autrement ou est-ce que c'est juste une manière de ne pas vouloir exprimer profondément ce qu'ils ressentent? Hmm. Euh, ça dépend, c'est très personnel en fait, hein. J'ai l'impression que selon les personnes, ça peut être complètement... Moi, j'ai eu un homme en consultation qui se livrait très très facilement et Ah oui. qui acceptait aussi pleinement dans mon corps. Ah ben je ressens comme ça. Et là, ça me fait mal au cœur parce que ça. Finalement, dans ce contexte-là, il acceptait pleinement sa sensibilité et il n'y avait pas de souci là-dessus. Hmm. Donc, il y a une histoire de personnalité aussi là-dessus, hein. Hmm. Mm. Ouais, mais c'est ça. J'aime bien des fois mettre les pieds dans le plat sur des questions comme ça parce que euh, on essaye quand même hein, beaucoup, je trouve, de déconstruire toutes ces questions de genre, mais pas que, hein, sur la question de la mort aussi, sur la question du deuil, mais sur tellement d'autres. Que ça me paraissait aussi important de pouvoir en discuter sur le podcast parce que ça reste, en fait, ça reste des questionnements qui sont présents parce qu'on n'est pas éduqué de la même manière entre hommes et femmes, bien sûr. Et donc, on ne peut pas vivre forcément les choses de la même manière de la même façon, du coup, que on ne vit pas les choses d'une femme à une autre, d'un homme à un autre, bien sûr, comme tu l'as bien dit, effectivement. Et je pense qu'aussi, arriver au moment où on fait la démarche d'aller voir quelqu'un, parce qu'on a une problématique spécifique, je pense que ça doit changer un peu la donne, parce qu'on est déjà plus ou moins encore dans le faire, mais dans le faire pour soi. Oui. Il y a vraiment une démarche qui change. Je pense que c'est
Mais encore une fois, je pense que c'est très général, hein, c'est pas lié que au deuil, que à la période de deuil, c'est quand on va pas bien et quand on prend la décision d'aller voir quelqu'un pour être accompagné, pour aller mieux, et ben, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Oui, moi j'aime bien rappeler aux personnes, par exemple, qui sont très très stressées, qui viennent Mmh. là, elles savent pas trop, elles ont fait quand même la démarche, et puis elles savent pas trop, elles ont des appréhensions par rapport à l'efficacité de la méthode parfois, hein, parce Oui, que aussi, oui. Mmh. voilà, et je leur dis, je dis, mais regardez, je dis, vous avez déjà fait le premier pas, vous avez déjà pris rendez-vous, vous êtes là aujourd'hui, vous voulez aller mieux. Mmh. Donc il y a cette importance de la rappeler. Regardez, vous êtes là aujourd'hui quand même. C'est ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, je suis dans une bonne démarche. Oui, c'est vrai. Et puis hop, et puis après on repart, on remonte quoi. Mais elles ont Mmh. ce moment à se dire, ou des personnes qui manquent beaucoup de confiance en elles, elles disent, oh, je sais pas. Je dis, regardez, je dis là, c'est le premier pas. On a Mmh. notre premier rendez-vous, c'est le premier pas. Vous êtes venus. Euh, elles ont beaucoup peur, des peurs d'avancer, des peurs. Je dis, mais là, vous êtes là aujourd'hui, c'est très important. Ah oui, c'est vrai. Hop. Et Mmh. puis après, on remonte. Voilà. Ouais. C'est vrai, hein, ce rappel-là, c'est terrible parce que moi, pour le coup, je le vis encore aujourd'hui et c'est presque l'autoflagellation parce que il y a vraiment quelque chose qui fait que je refuse de reconnaître les efforts que je fais pour moi. Je n'arrive pas à les nommer. Alors, je dis je parce que je me sens concernée, mais je sais que je ne suis vraiment pas la seule dans cette situation et tu le décris très bien. Je refuse, même des fois, d'accorder de l'importance à ce que je fais pour moi. Même qu'il s'agisse de choses toutes simples, comme, juste, des fois me laver les cheveux. Des fois, on en est là, hein, quand on va pas bien, des fois, juste, se laver les cheveux ou, mettre un peu de crème sur le visage, c'est tout un monde. C'est normal, hein, ça fait partie aussi de ces moments-là où, ben, juste, c'est pas ça, voilà, c'est pas la journée. Mais des fois, c'est dur de se dire: «OK, ouais, c'est cool parce que je l'ai fait. Je l'ai fait» et Et d'en être content et de se féliciter, de fêter, en fait, ce pas vers soi. oui. Bah, tu vois, on revient avec cette notion de jugement et d'être trop dur avec nous-mêmes, parce que chaque victoire est importante. Ouais. Peu importe, peu importe qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Ça Mmh. après la notion de chacun, hein. Mais il est important de fêter toutes ces victoires. Mmh. Moi, je sais que d'un point de vue personnel, quand j'ai des moments qui sont plutôt compliqués, je me dis, bon, allez, on se pose. Ok, regarde, tu as réussi à faire ça. Ça a été. Tu avais super peur, mais tu l'as fait quand même. Bah, C'est ça. ouais, sois fier de toi. Sois fier de toutes tes petites victoires, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, peu importe. Sois fier de toi. Et c'est important ça. Et on en revient à l'amour de soi, de la bienveillance envers soi. Parce que c'est facile d'être, c'est facile, entre guillemets, d'être bienveillant avec les autres, mais il faut être aussi bienveillant avec soi. Mmh. Et chaque victoire est importante. Voilà. Donc que ce soit de se laver les cheveux, que ce soit... Mais peu importe. Oui, tu l'as fait. C'est ça, mais c'est ça, c'est important et du coup, est-ce que ça fait partie des visualisations que tu peux proposer, à certaines personnes qui en ont besoin, tu vois? De se visualiser, ben, dans l'amour de soi, tu vois? De visualiser cet amour-là, de visualiser cette fierté aussi, de pouvoir la ressentir et cetera? Oui, bien sûr. C'est une étape qui est importante, mais qui arrive presque en fin de parcours. Voilà, en fin OK. d'accompagnement. Parce que tu doutes bien qu'avant d'avoir cet amour pour soi, cette fierté pour soi, il y a tout un parcours, il y a plein de choses à éliminer en amont, hein. Tout, voilà, toutes les émotions négatives, tout, voilà. Avant Mmh. d'arriver là, en effet, on a tout un travail, mais il est important ouais, d'être fier de soi et je le fais en visualisation, en accompagnement. C'est important. Mmh. Et Trop d'ailleurs, bien. quand je fais l'audio, souvent je leur dis, réécoutez-le quand vous Mmh. avez des petits moments de doute, quand il y aura des moments un petit peu qui peuvent revenir un petit peu compliqués, hein, quand on est un peu dans l'entre-deux là. Euh, réécoutez, voilà, Mmh. soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours, de qui vous êtes.
Voilà, pour pouvoir se rebooster quand on a des moments qui sont un petit peu compliqués. Trop bien. Et du coup, peut-être que tu peux nous proposer ou des exercices peut-être un peu simples et très facilement abordables que les auditeurs vont pouvoir reproduire pour pouvoir tester peut-être déjà dans un premier temps la sophrologie, voir s'ils y sont sensibles, parce que j'ai l'impression que comme tout, comme n'importe quel type d'accompagnement, comme n'importe quel exercice ou comme le yoga, hein, par exemple, où ça, on peut ne pas y être sensible. Donc, peut-être que ça peut être chouette de pouvoir mettre un premier pas et de voir ce que Oui, ça bien donne. sûr, avec grand plaisir. Je vais te proposer un exercice qui est souvent proposé quand on débute les accompagnements, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, beaucoup, les premiers temps, on élimine, on libère. Voilà, Mm. l'important, c'est de libérer, que ce soit une tension physique, émotionnelle. Au début, on libère. Et en fait, on a un exercice qu'on appelle le pompage des épaules, qu'on va pratiquer ensemble. En fait, le pompage des épaules, il va permettre justement de détendre toutes ces parties où souvent on a mal, hein, les cervicales, les omoplates, les épaules, parce qu'en fait, on est tendu au quotidien sans même des fois s'en rendre compte. Hein. Je pense que tu, je pense que tu sais de quoi je veux parler. Donc, on est crispé comme ça, et puis le soir, on se dit, ah, j'ai mal aux épaules, ah, j'ai mal aux cervicales. Voilà. Donc, cet exercice, il va permettre de pouvoir détendre toutes ces parties-là, donc physiquement. Et on peut aussi associer forcément la visualisation, c'est-à-dire quand on a quelque chose à libérer, à lâcher, hein, que ce soit un poids, que ce soit une émotion. Par exemple, on sent qu'on a de la tristesse, qu'on a une peur, qu'on a voilà, une émotion négative, quelque chose qu'on a besoin de libérer. On peut très bien imaginer avec cet exercice, c'est-à-dire que quand on va souffler, on libère et on lâche. D'accord? Alors, du coup, je te propose de vous montrer l'exercice. Alors, je vais me Très bien. décaler pour que tu puisses voir. Ok. Est-ce que c'est obligé de le faire debout? Alors, on peut le faire assis. On Ok, peut le faire assis. Moi, je vous le propose debout, mais comme ça, vous verrez bien. parfait. Mais à savoir, on peut le faire assis. Ok. Donc, en fait, pour cet exercice, la respiration, elle va être très importante, c'est-à-dire qu'on va inspirer en serrant les poings. Ah, ok. Vous voyez, j'ai les poings serrés. Ouais. On va bloquer la respiration. On va pomper avec les épaules. Et, et on souffle en ouvrant les mains. D'accord? Ah, en ouvrant les mains. Ok. je, je remonte une fois. Oui. Tu le fais assise. Bah Ça oui, du marche coup, plus j'ai facile. pas assez de recul pour. Le studio est encore un peu petit. Donc, je remonte une fois. En fait, on va inspirer par le nez en serrant les poings. On bloque la respiration. On va pomper avec les épaules. Et Et quand on souffle, on relâche tout. On relâche toutes les tensions. D'accord? Ok. Donc, on va le faire ensemble une fois. On va fermer les yeux. Fermer les yeux, ça permet juste de se remettre dans son intérieur, d'écouter ce qui se passe en soi. On va respirer calmement. On inspire. On souffle. Et on va commencer l'enchaînement. Vous allez imaginer les tensions qui sont présentes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, pour pouvoir les libérer. Vous allez inspirer en serrant les poings. On bloque la respiration. On pompe avec les épaules, comme pour se préparer à libérer. Et en soufflant, lâchant. Respirez normalement, calmement. Et accueillez toutes les sensations qui se présentent en vous. Peut-être une sensation physique de relâchement. Accueillez les sensations émotionnelles. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi?
Et vous pourrez rouvrir les yeux. Voilà un petit exercice de souffle. Donc en général, on le fait 3 fois. Ah oui. Comme ça permet, la première fois, c'est de la découverte. D'accord? On va relâcher les premières tensions. On va recommencer une deuxième fois avec beaucoup plus d'intention. D'accord? S'il y a quelque chose à libérer, hop, on le refait une deuxième fois. Et la troisième fois pour vraiment installer et libérer les dernières tensions. Donc, tu Ouais, c'est vois, intéressant. on retrouve finalement les trois méthodes dont je t'ai parlé. Il y a cette respiration qui est importante, qu'on va bloquer, souffler. Le fait de contracter ses muscles et de décontracter. Mm. Et la visualisation, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer prendre ses peurs, sa tristesse dans les mains, dans les poings, vraiment la concentrer en nous. Et lorsqu'on souffle et on lâche, on la libère, on la relâche. Désolée, vous me voyez bailler, mais il a suffi d'un seul exercice pour que ça me calme, hein. Comme quoi, je sais que quand je commence à bailler comme ça, c'est que ça y est, ça commence à se détendre et à laisser, à lâcher du lest. Donc c'est très bien. C'est très bien, ben, c'est bon signe, c'est parfait. C'est ça, c'est ça. Ça aussi, c'est un des trucs que je peux vous partager aujourd'hui, c'est observez-vous quand vous faites ce genre d'exercice-là, de régulation du système nerveux, de sophrologie, de respiration, etc., observez comment votre corps réagit. Parce qu'en fonction des personnes, on peut, alors comme moi avec le bâillement, mais ça peut être plein d'autres choses, un signe qui montre que ça marche et que c'est en train de... Voilà, même si vous ressentez pas grand-chose, s'il y a un éternuement peut-être, j'en sais rien, en tout cas Libération. une réaction, voilà, une réaction physiologique qui se déclenche, c'est que ça fonctionne et que ben voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, même si on les conscientise pas, c'est que ça marche et de le savoir comment est-ce que son corps réagit comme ça dans cette situation, ça peut rassurer. Et encore bienveillance envers soi-même parce qu'au tout début qu'on pratique, il n'est pas évident pour la personne de ressentir tout de suite. D'accord? Des Oui, fois, il va falloir un petit temps, bon, bah, il ne se passe pas grand-chose. Ok, et c'est pour ça qu'on recommence. Et c'est pour ça que le lendemain, on recontinue et on libère. Donc, il y a les premiers temps, on se dit, oh ben, ça ne marche pas sur moi la sophrologie ou oh, j'ai pas réussi à me détendre. Alors là, ouais. bienveillance, non jugement. On accepte que peut-être il faudra un petit peu plus de temps avant de commencer à pouvoir se libérer et lâcher en fait, hein. Oui, c'est ça. Il y a vraiment aussi une notion d'habitude. Je pense que commencer la sophrologie comme commencer n'importe quel accompagnement, quelle thérapie, il y a aussi euh, se laisser du temps. Se laisser du temps à soi et se laisser du temps à, à l'outil qu'on est en train d'aborder parce qu'effectivement, on arrive dans un état particulier avec quelque chose de nouveau qu'on va essayer pour essayer de sortir de la situation dans laquelle on est. Et bah, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas s'attendre effectivement à ce que toutes ces ressources soient des miracles, hein. Et C'est ça, c'est voilà. ça. Des fois, il y en a pour qui ça va très très vite Mm. et il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps. Donc, il faut accepter aussi qu'on a besoin de plus de temps, qu'on a besoin voilà, de pouvoir repratiquer avant de Mm. commencer à lâcher, avant de commencer à libérer. C'est ça. Et c'est OK en fait, c'est OK. C'est ça. C'est ça. Puis il faut voir aussi ce que ça va vous permettre d'apprendre sur vous, quoi. Je pense que c'est aussi un chemin d'apprentissage et de compréhension de soi-même. Donc c'est trop bien. Ça. Se Merci remettre beaucoup, à Cathy. l'écoutement quand on a les yeux fermés, sentir, bon, bah, là, peut-être que j'avais une tension au niveau des épaules, je sens Mm. que ça va mieux, tiens, ou C'est une ça. émotion qui se libère, d'accord, ok, Mm. j'avais cette tristesse, hop, on la libère. Bah, je me sens un petit peu plus apaisée, hop, c'est Mm. se mettre à l'écoute, ok, bah, je me sens comme ça, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, voilà, qu'est-ce qui Mm. joue en moi? Et ce temps comme ça où on respire calmement, on écoute tout ce qui se passe à l'intérieur, il est essentiel pour pouvoir avancer, en fait, pour pouvoir cheminer. Les prises de conscience, elles se font à ce moment-là, dans ces moments de pause qu'on évite de temps en temps. Mais là, ils sont essentiels. Merci, Kathleen. Merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup aussi pour les partages que tu as fait.
tout au long de cet épisode. J'espère vraiment, vous les auditeurs, que ça vous a plu, que vous allez pouvoir aussi, tester parce que cet exercice-là, effectivement, il est très, très intéressant pour plein, plein de choses et en particulier pour, réguler son système nerveux. Voilà, donc faites-le, pratiquez-le, même, en temps de pause, vous sortez de réunion et voilà, prenez 5 minutes dans les toilettes pour, secouer un peu et vous ce sera très C'est efficace. ça, c'est ça. Moi, je connais, j'ai plein de personnes, elles me disent, moi, j'étais énervée à mon bureau, alors je faisais comme ça, et puis hop, je relâchais, et hop, voilà. Même au bureau assise, ça Voilà. fonctionne. Vraiment, vraiment, voilà, c'est bravo. Bravo à tous et merci. Vous pouvez aussi retrouver, Kathleen sur, son compte Instagram. Je sais plus Kathleen, est-ce que tu as un site internet où est-ce qu'on peut retrouver tes infos Alors, plus ou pas? oui, moi, c'est Super. Graines de Sérénité, donc www.grainesdesérénité.fr. Et graines avec un S parce que je sème plusieurs graines. Dans tous les cas, je vous mettrai évidemment le compte Instagram et le site internet dans la description. Petit rappel très, très, très important, les auditeurs, partagez cet épisode. Vraiment, c'est important. Partagez-le comme aussi un message de soutien. Je le dis très souvent, mais partagez-le comme un message de soutien auprès de vos proches. Petit message qui dit bah, je pense à toi. Voilà, simplement. Donc, si vous avez reçu cet épisode de la part de quelqu'un, cette personne pense à vous. Voilà. Merci en tout cas, Kathleen. Peut-être un petit mot de la fin, un petit message que tu aurais envie de faire passer par ici. Déjà, merci à toi pour l'invitation, c'est Je un t'en prie. honneur. Merci. Avec plaisir. Et puis, ben voilà, avec bienveillance, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes vos priorités. Ne culpabilisez pas. Écoutez-vous et prenez grand soin de vous. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Et encore un invité qui m'enlève mon gimmick de la bouche. Tant pis. C'est pas grave, je le fais quand même. Du coup, je vous invite à, encore une fois, retrouver Kathleen sur son Instagram et sur son site internet. Je vous invite aussi, si vous êtes dans son secteur d'activité, d'aller la consulter si l'épisode vous a plu et si ce premier contact avec Kathleen vous a convenu. Je vous retrouve aussi moi-même sur Instagram, bien entendu, sur le podcast, encore une fois. Vous pouvez aussi prendre le temps d'aller découvrir les hommages textiles que je peux vous proposer et aussi l'accompagnement que je peux vous proposer sur cœurdetissu.fr. Encore une fois, les liens sont dans la description. Et en attendant le prochain épisode, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Ciao, ciao! Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.